Ça assure. Ce premier épisode nous plonge dans l'histoire, le présent et le futur de l'assurance liés aux incendies. Garance, documentariste déterminé, enquête et découvre à partir de faits historiques les fondamentaux de l'assurance. 15 avril 2021. L'archevêque de Paris organise une cérémonie dans la cathédrale de Notre-Dame pour célébrer la signification et la beauté de l'édifice religieux dévasté par le fameux incendie du 15 avril 2019. Garance, de passage à Paris, entre dans la cathédrale. Elle est totalement saisie par l'émotion. Jeune documentariste, elle se rappelle ce terrible incendie. Sur le parvis, elle consulte son téléphone et tape « Conséquences humaines de l'incendie de Notre-Dame ». Alors, voyons voir. Après la fusion d'au moins 300 tonnes de plomb dans les garnitures de la flèche et dans la toiture, le site de Notre-Dame de Paris est un site pollué. Les eaux d'extinction, les cendres, les suies, les gravats au sol et dans les parties aériennes doivent être caractérisés, triés, regroupés et orientés vers des sites légaux et confinés de stockage et d'élimination. 300 tonnes de plomb ? C'est une cata ? Tiens, un autre article. 38 des 67 employés de l'association diocésaine sont licenciés dans les mois suivant l'incendie. Une quarantaine d'emplois sont supprimés dans les commerces aux alentours de la cathédrale. Ah oui, j'avais pas pensé aux commerces aux alentours. Tiens, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, il a été le premier à donner son estimation chiffrée. Ce n'est pas une évaluation précise, mais je sais ce que coûtent les travaux dans les monuments historiques. Je dirais que la reconstruction de Notre-Dame de Paris coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros, a-t-il confié au magazine l'Obs. C'est dingue. Les conséquences humaines, écologiques, financières. Waouh. Qui répare ? Qui paye tout ça ? L'État ? C'est chaud. Garance est émue. Elle regarde à nouveau les images de l'incendie. Les flammes détruisent intégralement la flèche, les toitures de la nef et du transept, ainsi que sa charpente. En s'effondrant, la flèche provoque l'écroulement de la voûte. Elle voit que l'incendie entraîne une très forte émotion, tant en France que dans le reste du monde, ainsi qu'une importante couverture médiatique. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé d'ailleurs immédiatement vouloir reconstruire la cathédrale dans un délai de 5 ans. L'incendie est un sinistre majeur. Son métier l'incite à en savoir plus. Elle rentre à son hôtel. Allô Henri ? C'est Garance, la fille de Jacques. Comment vas-tu ? Oh Garance, ça va ? Tu vas bien ? Comment vont tes parents ? Ah bien, merci. Écoute Henri, j'étais devant Notre-Dame. J'ai assisté tout à l'heure à une cérémonie liée à l'incendie de la cathédrale. Je viens de réaliser l'ampleur des dégâts et toutes les conséquences. C'est un truc de malade. Au niveau économique, est-ce que nous savons comment ça se passe ? Qu'est-ce qui paye pour les travaux ? Oh là, j'ai bien peur que ce ne soit nos impôts, Garance. Ah, comme d'hab. Tu sais, la cathédrale appartient à l'État. En clair, c'est lui qui va payer les réparations. Sauf si on arrive à prouver que c'est la faute des entreprises qui travaillent dessus. Mais ça va être très difficile. Puis surtout très très long. Il y a aussi les appels aux dons. Tu as bien vu, il y a près de 900 millions d'euros de souscriptions qui ont été faites, mais en tout cas de promesses de dons de particuliers et d'entreprises françaises et internationales. D'accord. Et l'assurance, toi qui es un pro ? Bien, comme je te le disais, l'État est propriétaire de la cathédrale et des œuvres d'art qui s'y trouvent. Alors à ce titre, il est ce qu'on dit son propre assureur. Il y a eu des cas similaires d'incendies dans des églises, mais heureusement pas de même ampleur. Alors là, on a cherché la responsabilité des entreprises, mais en vain semble-t-il. Et puis, il y a eu le sinistre en lui-même, mais aussi tous les dommages collatéraux. Par exemple, tous ces commerçants qui ont dû fermer boutique, avec un manque à gagner important. Mais comment ça se passe concrètement ? Parce que les incendies, il y en a eu des tonnes. Bien sûr, les incendies ont jalonné l'histoire. On ne retient souvent que les plus importants. Et là, je vois que ton métier reprend le dessus, dis donc. C'est vrai. Fais des recherches, parce que depuis que les hommes ont construit des villes, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, l'incendie, ça a toujours été une vraie crainte, un vrai fléau. Certains ont marqué l'histoire. Rappelle-toi celui de Rome, sous Néron. Tu devrais contacter un ami à ce titre, Patrick Arabert. Lui, il est historien. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Tiens-moi au courant. D'accord, super. Merci beaucoup, Henri. Bye, Garance. Au revoir. Garance reçoit les coordonnées et aussitôt appelle l'ami d'Henri. Bonjour monsieur, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Je vous appelle de la part d'un de vos amis, Henri. C'est bête, mais j'étais tout à l'heure sur le parvis de Notre-Dame et de fil en aiguille, comme je suis documentariste, je suis en train de m'intéresser aux incendies et à l'ensemble de leurs conséquences sur la société. Henri m'a dit que vous connaissiez bien ce sujet et en particulier l'incendie de Rome. Patrick est historien. Il connaît bien ce sujet. Il est passionné, précis
et commence directement. Oui, il faut remonter, s'agissant de ce grand incendie, à 64 après Jésus-Christ. Rome était alors à l'apogée de sa puissance, et à sa tête l'empereur Néron. La cité comptait alors, dans sa plus forte extension, environ 800 000 habitants. Et en effet, dans la nuit du 18 juillet 64, un incendie a éclaté, un grand incendie qui a duré près de 6 jours. Et selon les historiens romains, Tacite en particulier, il aurait causé le plus grand et le plus horrible désastre que Rome eût jamais éprouvé de la violence des flammes. D'après ce qu'on a pu reconstituer, plus d'un tiers de la ville aurait été détruite. Les morts ont sans doute dû se compter par milliers et les sans-abri du fait de l'incendie, probablement par centaines de milliers. On évoque le chiffre de 200 000. Ce qui représenterait donc le quart de la population. Le quart de la population ? C'est énorme. Oui, il faut préciser ici que l'empereur Néron n'était pas à Rome cette nuit-là, mais au bord de la mer, à Antium, je crois que c'est l'actuel Anzio. Il a été prévenu, évidemment, de l'incendie et croit savoir qu'il est revenu le plus vite possible et, toujours au dire des historiens romains, aurait organisé les premiers secours. Il aurait, pour aider, pour consoler le peuple en fuite et dans l'effroi, et sans asile surtout, il aurait ouvert le champ de Mars, les monuments d'Agrippa, nous dit-on, et jusqu'à ses propres jardins. Il a fait aussi construire, donc, à la hâte, des abris pour tous ces indigents. Des meubles ont été apportés d'Ostie, des villes voisines, et le prix du blé a été baissé, poussé jusqu'à un maximum de 3 sesterces pour une mesure. Mais cela dit, et c'est bien connu, on a tout de même accusé Néron, et les historiens, Tacite, dont j'ai déjà parlé, et surtout Suétone d'ailleurs, avec plus de virulence encore, d'avoir lui-même, l'empereur, ordonné l'incendie de Rome, et cela en vue de rénover la ville. On raconte même, c'est une image qui a longtemps frappé, qui a fait l'objet de diverses iconographies, qui jouait de la musique et chantait sur une terrasse en hauteur de Rome, en contemplant la ville qui brûlait. Et il est vrai que plus tard, il s'est fait construire un nouveau et extraordinaire palais, d'ailleurs, la Domus Aurea, la maison dorée, qui ne subsiste que dans ces structures souterraines. Alors, il faut dire que les historiens estiment aujourd'hui plus probable que l'incendie ait été accidentel. Et il y a eu d'autres conséquences ? Oui, car malgré tout, le grand incendie a fait trembler le pouvoir impérial et Néron en personne. Et malgré ses interventions en faveur des sinistrés, il a sans doute dû chercher à canaliser une colère assez certaine du peuple en désignant des coupables. Et les coupables qu'il a désignés, ce furent les chrétiens. Garance remercie chaleureusement Patrick. Il attise sa curiosité. Son métier la transporte automatiquement, presque mécaniquement, dans l'histoire des grands incendies. Elle se replonge dans l'histoire des incendies et s'arrête cette fois sur le Moyen-Âge. Garance tape incendie sur Internet et s'arrête sur un document rédigé par une historienne. Les incendies dans les villes comptaient parmi les plus grands malheurs du Moyen-Âge avec les guerres et les épidémies. Les villes, construites majoritairement en bois, brûlaient. C'était Dieu qui punissait. Rouen s'est enflammé à 6 reprises entre 1200 et 1225 et Toulouse à 9 reprises entre 1242 et 1442. Incendie, indemnisation, assurance. Mais comment au Moyen-Âge on pouvait réparer tous ces dégâts après un incendie ? Bon, demain matin, je vais envoyer un texto à l'historienne Charlotte Broussy, qui connaît bien l'assurance. Le lendemain matin, Garance est dans son hôtel. Elle est déjà en ligne avec l'historienne. Bonjour Madame Broussy, je vous remercie de votre retour et de m'avoir accordé ce rendez-vous téléphonique. Comme je vous le disais, je suis documentariste et je travaille sur les conséquences des grands incendies de notre histoire. Au Moyen-Âge, quel est l'incendie, selon vous, le plus significatif ? Alors on cite souvent le grand incendie de Bourges en 1252. Cet incendie fut si terrible que la régente du royaume, Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis qui était aux croisades, Blanche de Castille en a été avertie très vite. La reine a donc fait diligenter une enquête pour connaître l'étendue du désastre, les noms des sinistrés, leur situation de famille, leurs pertes immobilières, leur capacité ou non à reconstruire. Il y a eu à peu près 250 déclarants qui se sont présentés auprès des paroisses pour déplorer la perte d'environ 460 maisons.
Même si la démarche n'a semble-t-il pas pu aboutir puisque la reine est morte quelques mois après, elle a quand même posé les fondements d'un système d'aide qui allait prévaloir au moins jusqu'à la Révolution française, celui des exemptions fiscales accordées aux villes incendiées pour permettre leur reconstruction. On notera que, comme à Rome, la colère du peuple a été vive et des émeutes ont éclaté, qui ont en partie pour cause précisément cet incendie. J'ai cherché une bonne partie de la nuit l'histoire des incendies. Je me suis arrêtée au Moyen-Âge avec le grand incendie de Bourges que vous venez d'évoquer. Il n'y avait toujours pas d'assurance, mais on a commencé à mettre en place des mesures d'assistance. Est-ce que je me trompe ? Voilà, il s'agissait d'assistance étatique qui passait toujours par une baisse d'impôts. Et cette solution s'est prolongée jusqu'au XVIIIe siècle en France. En revanche, aux côtés de l'assistance royale, l'Église et la charité est le principal devoir du chrétien, l'Église et la charité donc ne sont jamais loin. Pendant des siècles, les indemnisations passaient ainsi par les bureaux des incendiés, par les paroisses. Le principe était assez simple, on organisait des quêtes pour constituer des fonds de secours aux incendiés. Quand l'incendie arrivait, les diocèses organisaient la répartition des aides. Les paroisses qui s'étaient montrées les plus généreuses étaient parfois les mieux servies. Et on a même retrouvé des questionnaires qui demandaient aux paroissiens s'ils étaient à l'origine du feu. J'ai vu que l'Église a été un frein à l'assurance. Est-ce que c'est vrai ? C'est parfois ce qu'on entend. Mais l'Église était plutôt favorable à l'assurance en tant qu'opération secourable. Ce qu'elle dénoncera en revanche, ce sont les excès spéculatifs qu'on a associés au monde des assurances, notamment aux assurances-vie. Alors, si je comprends bien, jusqu'à la Révolution française, il n'y avait pas d'assurance. C'est plus compliqué. Pour répondre à cette question, il faut chercher du côté de l'Angleterre au XVIIe siècle. Garance tape « Incendie Angleterre au XVIIe siècle » et constate que plus de 13 000 maisons, essentiellement en bois, dont la grande cathédrale Saint-Paul, avaient été détruites par les flammes. Environ 70 000 des 80 000 habitants de Londres avaient dû abandonner leurs maisons pour des camps aménagés à l'extérieur des murailles. En 1666, Londres est la plus grande ville du royaume d'Angleterre avec un peu plus de 500 000 habitants. Elle est comme beaucoup de villes à l'époque construite en bois. Le 2 décembre 1666, un foyer d'incendie se déclare dans le fournil du boulanger du roi qui habite près de la Tamise. L'incendie va prendre des proportions considérables et durer environ une semaine avant que la pluie ne vienne l'éteindre. Tiens, revoilà l'incendie de Rome. Comme pour l'incendie de Rome dans l'Antiquité, le peuple était très mécontent de la gestion de l'incendie par les autorités. Certaines rumeurs accusant des Français et des Hollandais d'avoir mis le feu volontairement ont entraîné des lynchages par peur d'une invasion. Mais une fois la colère passée, cet incendie provoque une prise de conscience sur la nécessité d'instaurer des systèmes efficaces de prévention, d'indemnisation des incendies. Cela donne lieu déjà à l'ouverture d'un bureau des incendies à l'origine du corps des pompiers de Londres qui a commencé à équiper la ville en pompe à eau. Tiens, on commence déjà à parler de prévention et d'ouverture d'un bureau des incendies. Il pourrait alors... Ah. Garance reçoit un message d'Henri. Salut Garance, j'espère que tu vas bien. Si tu es toujours sur le sujet, une petite info pour tes recherches qui sont liées aux conséquences des incendies. Il y a eu la création de plusieurs compagnies d'assurance en Angleterre. En 1684, la Friendly Society Fire Office, qui va fonctionner avec des primes fixes. Elle engageait déjà le processus de l'assurance à ce moment-là. Et puis bientôt, d'autres compagnies vont arriver, comme l'Amicable, l'Union, la Westminster, la London. Bon, écoute, je suis à ta dispo, si tu veux en savoir plus. Attends, en fait, si tu veux approfondir le sujet de l'assurance, il faut vraiment que tu appelles un actuaire. Actuaire, c'est un super job. Leur métier est de calculer les risques. Bon, je t'expliquerai tout ça si besoin. Bise, je t'envoie les coordonnées d'une professionnelle qui connaît tout ça. Garance est excitée. Elle veut à tout prix comprendre cette histoire d'aléas, de calcul de risque. Cela ne semble pas simple. Elle dîne et va se coucher en regardant une série, pas au hasard, Le Bazar de la Charité. Cette série s'inspire d'un fait réel, l'incendie du Bazar de la Charité, survenu en 1897 à Paris. Garance est bien décidée à continuer ses recherches. Elle appelle un de ses contacts. C'est Garance à l'appareil. Je voudrais savoir comment les premières compagnies d'assurance arrivaient-elles à calculer les risques correctement. Vers la fin du XVIIe siècle, le principe de l'assurance était acquis. Mais les compagnies d'assurance fonctionnaient grâce à des techniques sommaires car elles n'avaient pas encore une vision très précise du calcul des primes. L'idée de la mutualisation apparaissait, qui est le principe même de l'assurance. La mutualisation, qu'est-ce que c'est ? La mutualisation des risques permet de répartir le coût d'un sinistre entre les membres d'un groupe qui sont eux-mêmes soumis au même risque. Par exemple, l'incendie. En vous assurant, vous payez avec d'autres assurés une prime à l'assureur et l'ensemble de ces primes serviront à indemniser les sinistres qui arriveront à quelques-uns seulement. C'est donc une forme de groupe. En effet, qui joue sur une forme de solidarité.
En vous assurant, vous acceptez de régler les sinistres des autres qui eux-mêmes accepteront de régler votre sinistre le jour où il arrivera. Nous courons tous des risques, mais nous ne savons pas s'ils se réaliseront. Cela s'appelle l'aléa. Voilà pourquoi l'assurance est un contrat dit aléatoire, car on ne sait pas au moment où l'on s'assure s'il y aura ou non un sinistre. Garance commence à comprendre les principaux mécanismes de l'assurance pour les incendies. Garance veut savoir, dans le détail, savoir comment cela fonctionne en France. Elle se décide de recontacter Charlotte, son historienne préférée. Bonjour Charlotte, c'est Garance à l'appareil. Ah, bonjour Garance. Je voudrais savoir comment l'assurance s'est développée, mais en France cette fois. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ? Oui, bien sûr. L'assurance s'est développée plus vite en Angleterre. Londres, la capitale, est en effet un port et le libéralisme ambiant facilite clairement le développement de l'assurance qu'on connaît déjà pour le domaine maritime. La France ensuite a importé l'assurance de l'Angleterre à 2 reprises, avant et après la Révolution. Je vous explique. Avant la Révolution, Étienne Clavière, un jeune financier de Genève exilé pour ses prises de position politiques, arrive à Londres. Là-bas, il rencontre le docteur Richard Price, reconnu pour ses travaux d'estimation et d'assurance. Et puis il va en France, et là Clavière veut créer une société financière qui exerce l'activité d'assurance, mais il lui faut pour cela l'accord du roi. Le roi qu'il rencontre par l'entremise d'une de ses connaissances, le baron Jean de Basse, un descendant du célèbre d'Artagnan. Et tous les deux vont se lancer dans l'aventure en sachant que c'est la course de vitesse avec les autres concurrents, notamment les frères Perrier qui sont à la tête de la Compagnie des Eaux. Attendez, quel rapport entre la Compagnie des Eaux et l'incendie ? Bien parce que l'eau éteint le feu. Ah, d'accord. La Compagnie des Eaux est créée en 1778. Elle avait pour objet de distribuer l'eau à Paris et d'alimenter les pompes à eau pour lutter contre les incendies dans la capitale. Elle s'est trouvée en difficulté financière et en réaction, elle a voulu diversifier son activité en étendant celle-ci à l'assurance incendie des maisons. Les dirigeants de cette compagnie font alors valoir qu'en facilitant l'extinction des feux, ils étaient alors les mieux placés pour exercer l'activité d'assurance incendie. Et quelle a été la réaction du roi ? Alors l'idée a plu au roi qui a donné son agrément, mais Clavière et ses amis Mirabeau et Brissot qui cherchaient à monter leur entreprise d'assurance engagent une cabale contre la Compagnie des Eaux à coups de pamphlets. Et même si à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, ces pamphlets étaient rudement efficaces et malgré l'intervention de Beaumarchais en faveur des frères Perrier, le cours des actions de la Compagnie des Eaux s'effondre complètement. Voyez-vous, Garance, l'histoire de l'assurance se confond avec celle de la grande histoire du siècle des Lumières. Et après ? Clavière fait racheter la Compagnie des Eaux par l'entreprise de son ami, Jean de Basse, et Clavière met fin aux activités de ses concurrents. En 1785, le roi autorise ainsi Clavière à créer sa compagnie d'assurance, la Compagnie royale d'assurance générale. Il la crée sous 2 conditions. La première est de verser une forte caution de 800 000 livres dans les caisses de l'hôtel de ville, et la seconde de s'engager à verser le quart des bénéfices annuels à la constitution de la création d'un corps de pompiers. Charlotte, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai pris des notes et je reviens sur Clavière. Si je regarde sur Internet, c'est à ce moment-là que l'assurance est créée à l'aube de la Révolution. Clavière a pris part à la Révolution. Il est élu député en 1791 et devient ministre 2 fois jusqu'en 1793. Il est à l'origine, avec d'autres, des assignats. Puis la Révolution s'emballe, Clavière est suspecté d'intelligence avec l'ennemi et d'avoir fait disparaître les fonds de la compagnie d'assurance sur la vie de la Royale, qui avait été créée en même temps que celle de l'incendie. Enfermé à la conciergerie en 1793, il se suicide le 8 décembre de la même année. La Révolution qui se méfie des associations va les interdire, englobant dedans les compagnies d'assurance vie et d'incendie. Il faut tuer ces associations destructives du crédit public, disent les révolutionnaires. Napoléon va rester très méfiant. La France est en guerre et l'assurance n'est pas la priorité. Mais l'assurance revient dans la malle des émigrés nobles qui avaient fui la Révolution. Bon nombre d'entre eux étaient partis en exil en Angleterre et ils y ont appris l'assurance. Avec la Restauration et avec l'appui du roi, cette fois l'assurance terrestre va s'implanter en France à partir de 1816 avec les premières compagnies mutuelles d'assurance contre les incendies, avec des sociétaires qui sont à la fois des assureurs et des assurés. Et puis le roi autorise la création de compagnies d'assurance dans lesquelles il y avait des actionnaires. Cette fois, l'assureur et l'assuré sont séparés. Au départ, les pouvoirs publics ont eu quelques réticences en s'inquiétant du fait qu'il n'y ait pas justement d'intérêt commun entre les assurés et la compagnie, et donc on craignait la multiplication des incendies en raison de la négligence des assurés. Ces nouvelles compagnies constituent des fonds de réserve, ce qui les rend fiables, et elles prélèvent les primes fixes chaque année.
Garance remarque que les noms des compagnies d'assurance en France, comme la Royale, le Phoenix, montraient l'empreinte de l'État. À la différence de l'Angleterre, où elle se nommait la Friendly ou l'Amicable, et véhiculait ainsi des valeurs d'entraide. L'architecture de l'assurance telle que nous la connaissons aujourd'hui était née. Mais une chose la chagrine, est-ce que les primes d'assurance étaient calculées scientifiquement? Elle a déjà rappelé son actuaire. L'aventure de l'assurance commence avec l'arrivée des mathématiciens qui sont parfois philosophes. On va citer entre autres des personnages comme Blaise Pascal avec ses travaux sur la géométrie du hasard en 1654 et l'astronome Halley qui a présenté ses tables de mortalité pour l'assurance vie en 1693. Mais il y en a eu plein d'autres à cette époque, comme le mathématicien suisse Jacques Bernoulli qui dès 1680 a énoncé le premier la loi des grands nombres qui est le pilier de la théorie des probabilités. Les primes d'assurance allaient être calculées de plus en plus scientifiquement, car l'assurance et les mathématiques sont indissociables. Oui, je comprends. Il faut bien mesurer l'aléa, c'est-à-dire la probabilité de survenance des risques, pour calculer les primes d'assurance sur une mutualité d'assurés. On peut en effet mesurer un risque en calculant le nombre de sinistres qui ont lieu sur une population donnée grâce aux statistiques. Par exemple, sur 1000 personnes, combien d'entre elles sont victimes d'un incendie chaque année ? On peut ainsi calculer les probabilités de sinistres et donc le montant des primes à appeler pour les provisionner. Tout s'est fait progressivement, si je comprends bien. Oui, il a fallu apprendre à sélectionner les risques et adapter leur tarification. Cela ne s'est pas fait sans difficulté. En France, selon les historiens, entre 2 tiers et 3 quarts des assureurs ont disparu entre le début et la fin du 19e siècle, le temps que se développe la science de l'actuariat qui permet de calculer les primes sur des bases solides. Les Britanniques, toujours en avance sur l'assurance, créèrent au milieu du 19e siècle un institut des actuaires à Londres. En France, il a fallu attendre 1890 pour que naisse l'Institut des actuaires. Aussitôt après avoir accroché, Garance veut approfondir le sujet. Elle rappelle Henri. Bonjour Henri, c'est Garance, je te dérange pas? Bonjour Garance, je suis en ligne, mais vas-y. D'accord, je t'embête juste 30 secondes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'industrie de l'assurance était en marche comme la révolution industrielle. Tu as raison, l'assurance est devenue avec la banque le véritable soutien au développement industriel. Qui pouvait oser investir dans une fabrique, une usine, en prenant le risque de voir sa fortune engloutie par un incendie? Ah oui, effectivement. Bon, je t'embête pas plus longtemps. Garance continue son enquête. Elle a pour habitude d'enregistrer toutes ses conversations, en tout cas celles qui peuvent avoir un intérêt pour ses activités professionnelles de documentariste. Elle retrouve le fichier audio de son échange avec Charlotte. Donc Charlotte, l'assurance incendie a gagné son pari. Alors pas tout à fait, parce que certains politiques restaient de farouches adversaires à l'assurance et ils continuaient à être très réticents à son appropriation par des financiers. Également pendant le 19e siècle et au début du 20e siècle, la question s'est posée de savoir si on pouvait laisser l'assurance entre les mains des capitaux privés, ou bien s'il fallait en faire un service public, un monopole d'État. Des propositions de loi ont été déposées en ce sens, mais elles ont toutes été repoussées. À défaut de monopole, les gouvernements ont décidé d'encadrer l'assurance, notamment pour mieux protéger les assurés. Cet encadrement avait été réclamé par les auteurs de doctrines juridiques, par les magistrats aussi, qui pendant des décennies ont contribué à fixer les règles juridiques de l'assurance. La grande loi fondatrice, c'est celle du 13 juillet 1930 et elle a mis 6 ans à être adoptée, preuve que l'exercice n'était pas facile. Le droit des contrats d'assurance terrestre est désormais gravé dans le marbre et dans cette loi, la plupart des dispositions est d'ordre public, elles sont impératives pour mieux protéger les assurés face aux assureurs. Garance a décidé de faire la grasse matinée. Au programme, petit déjeuner dans sa chambre. Quelques recherches dans l'après-midi. Grosse ambiance cette soirée. Ah tiens, au fait, j'ai croisé Thomas, tu te souviens? Ah, attends 2 secondes, j'ai un autre appel. Tu quittes pas, hein. Salut Henri, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, merci. Alors ton enquête, ça avance? Ah oui, carrément Henri. J'ai vraiment beaucoup d'infos. Encore merci pour tous tes contacts. Au fait, où est-ce que tu trouves maintenant les assurances incendie? Partout. Elles sont extrêmement répandues. Elles se retrouvent dans les contrats d'assurance habitation, que l'on appelle aussi contrat multirisque habitation. L'assurance habitation, et donc l'assurance incendie, est obligatoire pour les locataires. Preuve du danger que représentent encore les incendies. D'ailleurs, tu sais, les garanties incendie se retrouvent aussi dans les entreprises, avec les polices multirisques professionnelles, ou bien encore les assurances dites des risques industriels. Au fait, Garance, est-ce que tu sais combien il y a de départs d'incendies domestiques en France aujourd'hui? De départ d'incendie, non. Eh bien, tiens-toi bien, il y en a un toutes les 2 minutes. C'est énorme!
Oui, mais ils ne détruisent plus aujourd'hui des villes entières comme avant. Ça, c'est grâce à l'assurance et aux mesures de protection et de prévention qui vont avec. Tu sais, chaque drame fait avancer un peu plus l'assurance. Je crois que tu m'avais dit que tu avais vu la série Le Bazar de la Charité sur l'histoire de l'incendie. Oui, je l'ai vu. Tu sais, l'incendie du bazar installé sur un terrain vague près de la rue Jean Goujon dans le 8e arrondissement, qui a été ravagé par les flammes, emportant dans ses cendres plus de 130 victimes, dont 123 femmes de toutes classes sociales confondues. Ah, c'est vrai qu'elle est très bien, cette série. Eh bien, il a fallu quand même attendre ce drame qui date de 1897 pour qu'apparaissent les premières réglementations modernes en matière de protection incendie. Je parle des sorties de secours, par exemple, des matériaux utilisés, des règles d'évacuation, etc. En tout cas, à l'époque, les compagnies d'assurance, elles ont dû payer ce gros sinistre. Mais Henri, tous les incendies sont-ils assurables ? Tu m'as bien dit que l'assurance était fondée sur les mathématiques, sur la mutualisation des risques qui nous permet, moyennant une petite prime, d'avoir une grosse prise en charge en cas d'incendie. C'est une très bonne question, Garance. En fait, toutes les causes d'incendie, même urbaines, peuvent poser de sérieux problèmes à l'assureur. Tiens, reprenons un autre fait historique. C'est celui du tremblement de terre de San Francisco en 1906. Ça a entraîné un énorme incendie, 3000 morts, 220 000 blessés. Ah oui ? Un des plus grands sinistres auxquels les assureurs ont dû faire face. Mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il a fallu distinguer ce qui relevait de l'incendie et de la catastrophe naturelle. Oui, les primes, elles n'étaient pas calculées sur les bonnes bases. Ouais. Oh, Henri, je suis désolée, j'ai complètement oublié que j'étais en ligne avec une copine. Ah bon ? Elle attend depuis tout à l'heure. On doit s'organiser pour la nif d'un copain ce soir et... Enfin bref. Bon, je te rappelle. À plus tard, Garance. Garance lit à haute voix le mail qu'elle est en train d'écrire. Elle est concentrée, car désormais, ses recherches se portent sur le présent, l'avenir. Bonjour, je suis documentariste et je fais des recherches actuellement sur les incendies et leurs conséquences humaines, matérielles, économiques. J'ai fait des recherches et je m'intéresse maintenant aux incendies actuels. J'ai lu que de multiples incendies ravageaient le monde et étaient liés pour beaucoup au changement climatique. J'ai vu que vous écriviez beaucoup sur le sujet de l'avenir de l'assurance et je me dis que l'assurance privée aura peut-être du mal à assurer toutes les conséquences. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci d'avance. Garance est documentariste. Elle pose donc un regard personnel sur ce sujet, avec une réflexion à la subjectivité assumée. Sa démarche repose sur les conséquences du ravage de ces incendies et surtout sur les réponses apportées aux particuliers, aux entreprises. Mais elle est curieuse de savoir par qui. Garance a bien compris que l'État a son rôle, bien sûr. Mais qu'en est-il du secteur privé de l'assurance ? Tiens, il m'a envoyé un message vocal. Bizarre. Oui, bonjour Garance, c'est Bertrand. J'ai bien vu votre message. Bon, c'est pas simple comme question, celle que vous posez. En tout cas, ce que vous évoquez en particulier, le ravage de plus en plus systémique à cause des incendies, me rappelle une déclaration. Je crois que c'était à la COP21 en 2015. Le président d'un des premiers groupes d'assurance expliquait qu'un monde à plus de 2 degrés était encore assurable, mais qu'un monde à plus 4 degrés ne le serait certainement plus. Bon, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur, la hausse des impacts du changement climatique. Le monde de l'assurance appelle tous les acteurs à s'engager, bien sûr, pour de la prévention et surtout de ne plus négliger la nécessité d'adaptation. Vous le constatez par votre enquête, les conséquences humaines, le surcoût des incendies liés à la crise climatique, ce qui est vrai aussi pour les inondations et les tempêtes, tout ça explose. Les conséquences sont malheureusement multiples. Les vies humaines, la santé des populations et l'impact sanitaire, la flore, la faune, les professions qui sont touchées, par exemple les agriculteurs et qui ne peuvent plus travailler, les entreprises, les coûts financiers, tout cela est énorme. Vous avez bien raison dans le mail que vous m'avez adressé. Alors, certains incendies rappellent aussi l'ampleur des pertes que peuvent causer ces événements dès lors qu'ils frappent une zone densément peuplée. Ça, c'est un peu nouveau. La question des assurances et de leur capacité à indemniser les clients se pose de plus en plus. Mon avis, c'est qu'il faut investir massivement dans la prévention et surtout le renforcement des infrastructures. Il faudra que ces risques-là, ce risque incendie reste assurable à un prix acceptable et c'est là, à mon avis, un des enjeux majeurs. Alors, côté assureur, face à cette intensification des nouveaux risques planétaires majeurs, il est impossible vraiment de lutter seul. Il faut donc une réponse à la hauteur et que cette culture du risque et de la recherche technologique se développe à tous les niveaux, bien sûr au niveau national, mais encore plus au niveau européen et mondial. La solution passera aussi par la science
et la technologie. Donc avec le secteur public, le rôle des assurances est essentiel, bien sûr pour renforcer cette résilience de nos sociétés face à ces conséquences désastreuses des risques climatiques. Bon, vous le savez, Garance, le sujet est vaste, il est passionnant pour votre documentaire, bien sûr, et surtout pour la société dans laquelle nous vivons et dans celle dans laquelle nous voulons vivre. Je suis obligé de vous laisser là, j'ai un call prévu, mais je reste vraiment à votre disposition plus tard si vous avez besoin d'autres infos, si vous voulez creuser. Allez, à bientôt Garance, au revoir. Merci de votre message. Ce sujet est passionnant par les conséquences multiples que vous évoquez. Garance est estomaquée du chemin qu'elle a parcouru. En quelques jours, elle est passée de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019 à ceux qui dévastent aujourd'hui des villes, des régions entières. Elle est passée par Rome durant l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Révolution française, et pour se projeter dans un avenir incertain. Elle se rappelle alors cette phrase d'Henri, cet agent général qui l'a bien conseillé et aidé dans ses recherches. Le grand public sous-estime beaucoup le rôle de l'assurance, son utilité sociale. Elle est un acteur majeur de la prospérité des sociétés. L'assurance accompagne depuis des millénaires les transformations multiples de notre monde, la libération de l'homme et la sécurisation de l'aventure entrepreneuriale. Tout ça face aux multiples risques auxquels nous sommes confrontés. Ça rassure. Un podcast proposé par l'Assurance en Mouvement et AGA. Dans notre prochain épisode, découvrez l'assurance vie.